Salut à tous et bienvenue dans le 3e show de JCL en français. Alors aujourd'hui, comme chaque semaine, on va débattre sur l'actualité, sur les derniers événements et on commence tout de suite avec la lead story et l'affaire Groenewegen. C'est parti. Rideau Story. Non, ça fait plus Rideau Story. T'es sûr? Ah là là, c'est temps. Donc après avoir eu pas mal de commentaires sur nos anglicismes, Loïc, on a décidé cette semaine de faire un petit clin d'œil à nos amis japonais et on les salue du coup. Et puis on verra la semaine prochaine ce qu'on décidera, mais tant qu'on n'aura pas... Ouais, voilà. Tant qu'on n'aura pas trouvé notre appellation, on vous remercie de continuer en commentaire, de donner des suggestions, il y en a pas mal. Mais voilà, cette semaine, ça nous a fait triper. Voilà, c'est tout. Bon, sans plus attendre, on passe au débat du jour du coup. Donc forcément, on ne pouvait manquer de parler de l'affaire Groenewegen-Jacobsen. Donc pour rappel, ceux qui n'auraient pas eu vent de ce qui s'est produit à la première étape du Tour de Pologne, une très très grosse chute, des images qu'on n'aime pas trop voir, Loïc, avec du coup Dylan Groenewegen, le sprinter de la Jumbo-Visma, qui tasse allègrement Fabio Jacobsen sur la droite de la route, qui finit dans les barrières et qui malheureusement a été plusieurs jours mis dans le coma pour soigner ses fractures. On a longtemps pensé qu'il pourrait y avoir des lésions cérébrales et fort heureusement, tout semble bien se passer de ce côté-là au minimum. Ouais, il semble tirer d'affaire, mais bon, il y aura quand même pas mal de chirurgie derrière. Du coup, Loïc, il y a eu des réactions assez vives sur ce sujet, à commencer par Patrick Lefebvre. Bah oui, ça n'a pas été beau sur le vélo, mais ça n'a pas été beau sur les réseaux sociaux non plus, quoi. Donc on a eu Patrick Lefebvre qui veut carrément le mettre en prison, qui a déjà déposé plainte et qui dit clairement que c'est une tentative d'assassinat. Donc oui, non, oui. Moi je suis d'accord avec lui parce que le geste est pas beau, c'est totalement anti-sportif. Alors je condamne ce genre de geste. Mais aussi, c'est ce qu'on voit toute l'année en fait dans les sprints. Enfin, pas forcément ce que vous voyez à la télé, mais de l'intérieur, ça se passe toujours comme ça. Et là, malheureusement, c'est les conséquences qui font que ça soit dramatique. C'est vrai, c'est ce que dit d'ailleurs Romain Feuillu, qui s'est exprimé aussi sur les réseaux sociaux et dans certains médias, qui a pris un peu la défense de Dylan Groenewegen, qui lui a dit qu'il devait déjà pas être lynché sur la place publique, et il a dit également qu'il est beaucoup plus jugé par les conséquences de son geste que pour son geste en lui-même, que ce n'est pas le seul coupable et qu'il y a d'autres choses à souligner. Du coup, c'est intéressant de savoir, toi Loïc, qui a souvent lancé les sprints pour la team Cofidis, comment tu vois ça? Est-ce que tu as d'autres exemples en tête ou tu as vu des choses peut-être du même genre, bien pire? Et est-ce que tu penses que c'est peut-être le pire de ce qu'on peut voir dans le vélo, mais c'est un assemblage de circonstances de course, ou est-ce que tu penses que vraiment il faut faire tout pour que ce soit banni, qu'on ne revoie plus jamais ça oui, de toute façon, on n'aime pas voir ce genre d'image, on n'aime pas voir des sprints aussi houleux, enfin, bien que à la télé, plus c'est spectaculaire, plus ça se vend. Mais nous, en tant que coureur, enfin je suis plus coureur, mais en tant que coursier, on n'aimait pas ça. C'est prendre des risques pour prendre des risques, ça sert à rien. Là, Groenewegen, clairement, il va tasser, il va chercher le contact, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être, il n'y avait personne sur sa gauche, et voilà, il n'avait que Jacobsen sur sa droite. Et bon, ça c'est le geste de Groenewegen qui clairement est condamnable et que je condamne, qui est totalement antisportif. Mais derrière, il y a aussi d'autres choses à prendre en compte, c'est sur l'organisation de la course, sur l'arrivée. On a vu des commentaires, je ne sais plus quel coureur, qui disait que chaque année c'était la même arrivée. On parle beaucoup de cette étape du Tour de Pologne qui arrive en faux plat descendant, dont tous les ans on voit des records de vitesse à plus de 80 km/h. Et je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça déjà? Est-ce que tu penses que c'est des arrivées qu'on doit maintenir? Et est-ce que tu penses qu'à 80 km/h, Groenewegen il était totalement conscient de ce qu'il était en train de faire? À 80 km/h ou à 60 km/h, t'es dans ta bulle, l'adrénaline, la course, l'arrivée, il n'y a qu'un gagnant. Donc le mec, il fait tout pour gagner. Après, comme je dis, c'est un peu la course au moment le plus incroyable. Voilà, l'arrivée, c'est 80 km/h, c'est beau, c'est fou, les mecs ils sont à 80, enfin voilà. Ça déjà, je trouve ça complètement débile. C'est le côté spectacle, mais après, est-ce qu'à la télé, moi perso, que ça roule à 60 ou à 80, est-ce que ça change le spectacle? J'en suis pas persuadé. Je pense que ce qui fait la beauté d'un sprint, c'est la bataille, le fait qu'il soit très disputé. Je trouve ça plus spectaculaire de voir 4 mecs qui jettent le vélo sur la même ligne à 40 km/h que d'en voir un qui arrive détaché avec 3
trois vélos à 80. Donc bon, on peut en débattre. Là, voilà, donc dans cette affaire-là, clairement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et on l'a vu et ça a été souligné aussi par Romain qui dit voilà, il y a les barrières, pourquoi elles se détachent. Ouais, on a beaucoup parlé des barrières justement. On sait qu'il y a maintenant un règlement qui stipule que les barrières doivent être attachées, les pieds ne doivent pas dépasser, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que souvent tu as vu passer les barrières d'un peu près? Est-ce que là tu penses qu'il y a eu une faute des organisateurs par exemple? Il y a une faute sur l'organisation, clairement. Parce que oui, les barrières se détachent, ça c'est pas normal. Bon là, apparemment, il semblerait que ce soit des barrières homologuées, on va dire, parce qu'elles sont inclinées, les pieds dépassent pas et il y a des panneaux dessus. Mais bon, qu'elles se détachent, enfin ça déjà c'est improbable. Après, elles ne seraient pas détachées, est-ce que ça serait mieux passé? Ça nous amène du coup au cœur du débat selon moi, c'est quelles conséquences? Est-ce que tu penses qu'il y aura un poste à faire Groenewegen? Est-ce qu'il y aura des conséquences pour le sprint mondial? Est-ce que tu penses que l'UCI va se pencher dessus ou doit se pencher dessus et faire des mesures entre guillemets pour, je sais pas, améliorer la sécurité? Peut-être que les barrières c'est pas suffisant. Dans ce cas, la mesure, alors certes, il y a une mesure à prendre sur Groenewegen qui a fait une faute sportive, qui a fait un geste antisportif. Oui, là on parle d'une sanction pour le coup. Voilà, clairement une sanction pour le coureur, mais il devrait y avoir une sanction pour l'organisation et une sorte d'enquête sur pourquoi ça a fini comme ça. Là aussi, on a entendu des avis très très marqués, j'ai envie de dire. J'ai entendu des gens qui disaient Groenewegen, il doit plus jamais reporter un dossard. C'est quand même très fort entre Lefebvre qui dit il faut qu'il aille en prison et les gens qui disent il doit plus jamais reporter un dossard, et d'autres au contraire qui disent ok, il doit être sanctionné, très bien, mais je veux dire, il ne faut pas qu'il soit sanctionné sur la gravité, entre guillemets, des blessures de Jacobsen. Il ne faut pas attendre de savoir, mais sur son geste en soi. Ah oui, c'est surtout sur le geste, parce qu'après, malheureusement, voilà, là, on en parle autant parce que ça s'est très mal fini. Mais comme je dis, des sprints comme ça et la façon dont ça frotte, et même le geste qu'il a fait, dans les 30 derniers kilomètres, il y en a 15 des coureurs qui font les mêmes gestes. Il y en a 15, ça frotte autant, et c'est autant la guerre. Donc je pense qu'il y a des mesures à prendre sur l'organisateur aussi, les sanctions sont à prendre sur Groenewegen. Mais toi, tu penses que si tu devais te prononcer, tu dirais que c'est quoi une sanction juste pour Dylan Groenewegen aujourd'hui? Une mise à pied pendant quelques temps, une amende ou une grosse amende déjà, et puis après c'est à son équipe de voir. Enfin voilà, faut faire. L'UCI avant tout, son équipe. Je pense qu'ils l'ont mis à pied de façon préventive, mais. Oui voilà, mais l'UCI vis-à-vis de lui, de son équipe. Tu penses qu'il doit recourir d'ici la fin de saison ou pas avant 2021, voire plus loin dans la saison 2021, voire plus, je sais pas. Bon, non, quand même pas. Non, je pense pas. Je pense qu'il doit un petit 6 mois de suspension, ça te paraîtrait cohérent? Un petit 6 mois de suspension, je pense que c'est viable. Je pense qu'on serait pas mal. Ouais. Bon, avant toute chose, on va aussi s'intéresser à la santé de Fabio Jacobsen. Du coup, les dernières nouvelles qu'on a eues sont qu'il est sorti du coma, qu'il est totalement conscient, il a de multiples fractures, mais apparemment, le plus important, pas de lésion cérébrale et pas de lésion au niveau de la colonne vertébrale. Oui, sa vie est sauve, c'est sûr. Donc après, voilà. Il a quand même bien cassé. Ouais, c'est quand même une très grosse chute. Là aussi, une question que je me pose, moi, d'abord, on va lui souhaiter bon rétablissement et on espère qu'il reviendra très vite sur les routes. C'est quand tu es sprinter, tu prends une chute comme ça, les barrières à 80 à l'heure dans le museau, est-ce que ça change quelque chose dans ta façon d'aborder un sprint? Est-ce que tu crois qu'il va avoir de l'appréhension quand il va remonter sur le vélo? Est-ce que ça va être le même sprinter? Ouais, mais ça c'est propre à chacun. Ça, c'est vraiment propre à chacun. On a vu des sprinters se mettre des luges, des monumentales, et toujours aller frotter autant. On prend un Mark Cavendish. Mark Cavendish, franchement, il fait que se mettre des boîtes, mais d'un autre monde. Bon, ces derniers temps, il s'en met plus beaucoup. Hein. Ouais, non. Mais je parle sur les 3-4 dernières années. Avec tout le respect que l'on doit au grand champion qui est Mark Cavendish. Mais le gars, il remet toujours le nez là où ça passe pas, quoi. Et il est toujours là et il essaye toujours. Enfin voilà, donc il frotte toujours autant. Alors voilà, ça sera vraiment propre à chacun. Un bon exemple parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur les générations. On se souvient tous de Mark Renshaw qui était le poisson pilote de Cavendish, qui était réputé pour avoir l'étiquette du bad boy un peu. Et c'est vrai que lui à l'époque, c'était un grand adepte du coup de casque. Il y avait des coups de coude, il y avait des vagues, il y avait plein de choses. Il y a beaucoup de sanctions qui ont été données, et du coup ça a calmé les ardeurs de certains. C'est vrai que c'était une autre génération, il y avait des choses qui étaient tolérées, puis d'un coup on a un peu fermé les vannes, on a dit non, ça c'est plus tolérable. Mais est-ce que toi t'as vécu un peu ça au début de ta carrière, les coups de casque, les... On en voit, mais c'est fait plus discrètement.
les gars qui les font devant les caméras, ils sont pas conscients de la chose, mais il y en a quand même beaucoup qui le font encore hors champ, et coup de coude, ça se pousse, ça machin, enfin c'est un sport, ça s'apparente, c'est une mêlée de rugby quoi, un sprint. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Clairement. Ça, c'est bien d'expliquer aux gens que le sprint, pour ceux qui ont jamais fait de compétition et qui ne se sont jamais mêlés à un sprint, que clairement, on parle souvent des pistards comme un peu les combattants du vélo, mais après, les sprinteurs aussi, c'est un vrai sport de combat. Quand vous êtes dans le dernier kilomètre, là, c'est vraiment de l'adrénaline à l'état pur et c'est un combat. Et c'est ça qui fait aussi, c'est l'adrénaline, parce que même nous, enfin, on fait notre sprint, ça c'était houleux ou pas, ou machin, on passe la ligne, bon, il y a victoire, il n'y a pas victoire, il y a ceci, il y a cela. Et on revient sur les 20 derniers kilomètres, on se dit ah ouais, là, à ce moment-là, c'était chaud, ah, c'est bien passé, mais en fait, c'est une histoire d'adrénaline. On est tellement concentré, on est tellement focus, ça passe, machin, truc, on fait ce qu'on a à faire. Mais en temps normal, sans l'adrénaline, on fait pas la moitié de ce qu'on a fait pendant les 20 derniers kilomètres qui s'est passé. Moi, je pense que du coup, ça aura des conséquences sur ces deux coureurs-là, hein, sans parler de la sanction pour Dylan Groenewegen, mais on parlait des conséquences psychologiques pour Fabio Jacobsen, il y en aura certainement, mais il y aura aussi des conséquences psychologiques pour Dylan Groenewegen. Oui, parce que je pense pas que dans le fond, ce soit un mauvais gars et qu'il ait envie non plus aussi de faire du mal aux gens et surtout pas de faire du mal à un autre coureur cycliste, quoi. Enfin... Bref, en conclusion de ce débat du jour, on va renouveler nos souhaits de bon rétablissement du coup à Fabio. On a vu beaucoup de messages de soutien, notamment un très très beau message de Remco Evenepoel cette semaine lors de sa victoire au Tour de Pologne. Encore sa victoire d'ailleurs. D'ailleurs, du coup la transition est toute trouvée. Je vous propose qu'on passe à l'actualité et aux résultats de cette semaine. C'est parti. Et on enchaîne avec l'actualité et bientôt le départ du Tour de France. Et à l'occasion de ce départ, on aura la course By le Tour. C'est l'occasion de parler de nos féminines qui sera du côté de Nice. Donc départ arrivé à Nice, ce sera un circuit, il y aura plusieurs tours, c'est un circuit casse-pattes. Je pense que ce ne sera pas pour les sprinteuses en l'occurrence. Avec une descente un peu houleuse, il me semble, avant l'arrivée, donc à suivre de très près. On espère que ce sera une belle fête du vélo, comme toujours, hein, le grand départ du Tour à Nice. Vous avez été nombreux à nous demander est-ce qu'on sera présent sur le Tour. On va tout faire pour y être, on est en train d'y travailler. En parlant de féminine, on a vu des images sympas aussi cette semaine, Loïc, avec du coup la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qui a reconnu le parcours de Paris-Roubaix. Ce sera aussi une nouveauté, on en a déjà parlé de cette fin de saison. Exactement. Donc, affaire à suivre. Avant le Tour, il y a le Dauphiné qui s'annonce, Loïc, cette semaine. Oui. Ça va être intéressant, ça. Ça va être super intéressant parce que la start list, elle est ouf. C'est quasi du jamais vu, en fait. Ce sera quasiment la même que le Tour de France. Mais même sur le Tour, il n'y a pas aussi des gros poissons comme ça. Enfin, ils sont pas tous sur le Tour. Ah bah, cette année, ils vont être nombreux en tout cas à y être. Et là, on a déjà eu un petit aperçu de ce qu'était la bataille Ineos Jumbo-Visma cette semaine avec le Tour de l'Ain. Et là, on va retrouver pour la Ineos Roglic, Kruijswijk, Dumoulin, Van Aert. Dans la même équipe chez Jumbo-Visma, c'est quand même du très très lourd. On retrouve à nouveau les trois têtes chez Ineos aussi avec Froome, Bernal et Thomas, sans parler des autres parce qu'à la Ineos, les Gogernhardt, Sivakov, on a vu que ça a motorisé sérieusement. Ça va piloter. Et du côté français, on a qui du coup? On a Pinot avec la FDJ, on a Bardet, on a Latour chez AG2R, on a Roland. Ouais, qui vient de gagner à nouveau. Attaque de Pierre Roland. Encore une attaque de Pierre Roland, il ne les arrête jamais. Et en revanche, on a un forfait à signaler, c'est celui de Lilian Calmejane. Ouais, suite à sa chute à la route d'Occitanie. Ouais, il s'est mis une grosse luge. Apparemment, une grosse luge dans la descente avant l'arrivée. La dernière étape. Donc, un autre à qui on souhaite un bon rétablissement et on espère le voir en forme sur le Tour. Du coup, ça nous amène à un petit point sur les transferts, Loïc. Pas mal d'actu là de ce côté cette semaine. On en avait parlé, il y a eu des confirmations là. Ouais, alors on a la Danoise Emma Norsgaard qui mute chez Movistar. Voilà, on va passer côté espagnol. Et chez les hommes, on a un Géniez qui confirme sa signature chez Total Direct Energy pour 2 ans. Pour 2 ans, ouais. Il aura fait toutes les équipes françaises, hein, Alex. Ouais, c'est ça. Et toujours en gagnant au moins une étape à la Vuelta chaque année. C'est vrai, avec de très beaux résultats. Hein. Ensuite, on aura un Bardet qui signe 2 ans chez Sunweb. Donc ça y est, c'est officiel, ça a été confirmé par la team Sunweb. Donc Romain Bardet quitte bien AG2R la mondiale pour Sunweb et signe 2 ans. Donc un nouveau défi qui l'attend. Ça va être intéressant de voir comment il s'adapte à un nouvel environnement et surtout quel programme.
Les équipes étrangères, le mode de fonctionnement et tout ça, ça n'a rien à voir. Mais c'est bien, c'est un pari intéressant je trouve à son âge, on verra. Et du coup, un G2R La Mondiale annonce du changement aussi, puisque Pierre Latour, on l'avait dit, s'en va, ça avait déjà été officialisé, Bardet s'en va, et du coup, qui pour les remplacer, Loïc ? Avec 2 nouvelles signatures, avec un Greg Van Avermaet et Michael Schär. Oui, qui ont été officialisés aussi. Du coup, une équipe qui va être sacrément orientée vers les classiques, a priori. Et on peut ajouter 2 autres noms, 2 jeunes Belges qui avaient déjà été officialisés, qui sont Stan De Wolf et Gis Bonhoek. J'espère que pour la prononciation, je suis pas trop mauvais. Moi, j'aurais pas fait mieux. Mais bon, j'ai tenté, en tout cas, corriger comme d'habitude en commentaire. Vous avez vu que maintenant, on se met même au japonais, donc on fera en sorte de s'améliorer. Si on passait aux résultats, Loïc. Oui, mais résultats, de toute façon, là déjà, sur le premier résultat qui s'affiche, j'ai envie de dire, taux de Pologne, Evenepoel, classique, simple, efficace, toujours la même. Alors, on en avait parlé la semaine dernière, on a dit, mais quand vont-ils s'arrêter ? Donc, en l'occurrence, on parlait de Evenepoel et on parlait de Van Vleuten aussi, la championne du monde. Et on pensait que Remco allait être celui qui allait interrompre sa série d'invincibilité en premier, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il n'a pas décidé de l'arrêter tout de suite, parce qu'en plus, il met des plumées au plus grand. Fuglsang 2e, Yates 3e. Tour de Pologne, il faut le citer quand même, puisqu'on n'en a pas parlé, c'est le Tour de Pologne qui le remporte, et c'est sa 4e course par étape dans l'année à laquelle il participe, et la 4e victoire au classement général. C'est ça. Et en sortant à 50 bornes de l'arrivée lors de l'étape Rennes, donc ça va devenir une classique, on va l'appeler la Remco. En mettant 2 minutes au deuxième, quoi. Ouais, on va l'appeler la Remco. Il a fait une Remco, on peut le dire. Il a fait une Remco, encore une fois. Et il s'arrêtera jamais, ce jeune. Donc on a parlé aussi du Tour de l'Ain. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé sur le Tour de l'Ain, Loïc ? On a Primoz Roglic qui a gagné devant Egan Bernal et Quintana 3e. Et en premier français, on a Guillaume Martin. Donc Guillaume Martin qui semble être en forme, c'est cool. Ouais, c'est de bon augure pour le Tour. C'est de bon augure pour le Tour. Et d'ailleurs, c'est un podium qui ressemble à un podium de grand tour, ça. Ouais, clairement. Ouais, c'est beau. Et intéressant du coup de souligner qu'on a assisté un peu pour la première fois, on va dire, à une vraie bataille Ineos Jumbo-Visma, et on peut clairement dire que c'est 1-0 pour la Jumbo-Visma qui a été impressionnante. On a vu des groupes de 7-8 en fin d'étape avec 3 coureurs de la Jumbo et Bernal un peu esselé. L'équipe s'annonce être quand même très solide. Souvent on a vu Castroviejo en dernier homme pour Bernal, alors que Thomas avait déjà explosé, alors que Froome s'est positionné clairement maintenant en équipier, en tout cas sur cette partie de saison. À voir. Est-ce que toi tu penses, moi je dirais que Froome ça restera une éternelle interrogation, mais est-ce que tu penses que pour Thomas c'est plutôt de mauvais augure de le voir sauter si tôt dans l'école à ce moment de la saison ? Moi tu sais, le vélo c'est pas une science exacte, donc je pense qu'on verra sur le Tour, les mecs ils savent bien les préparer. À mon avis, il faudra compter les points ce jour-là. On parle beaucoup de la fameuse 3e semaine du Tour qui va être très dure, c'est vrai qu'on en est loin. Il faut arriver avec de la fraîcheur. Bon après, les mecs ils ont de la fraîcheur, ils sont restés à la maison un moment. Donc ça dépend comment ils ont préparé, est-ce qu'ils ont couru hors, mais à mon avis, je sais pas ce que t'en penses, mais le Geraint Thomas... je sais pas, je dirais que c'est pas évidemment irrémédiable, mais en tout cas c'est pas un très très bon signe, ne serait-ce que psychologique, de voir qu'il est pas dans le ton. Évidemment, il est pas au meilleur de sa forme et c'est pas le but aujourd'hui, mais mine de rien, les autres sont quand même un ton au-dessus. Et surtout, je pense que psychologiquement, la Jumbo-Visma a tapé un peu du poing sur la table parce qu'on est tellement habitué à avoir une team Ineos ultra dominatrice. C'est ça qui est cool en fait. Que voir la Jumbo dominer comme ça et faire vraiment mal aux rouges et noirs. Mais c'est ça qui est cool, c'est qu'on aura une belle bataille entre 2 équipes, au moins 2 équipes. J'espère avoir nos belles équipes françaises briller, mais au moins entre ces 2 équipes, je pense qu'il va y avoir une petite guéguerre durant le Tour. Et en tout cas, il nous tarde de voir ça. En attendant, on rappelle du coup l'attaque de Pierre Rolland qui a remporté le Tour de Savoie-Mont-Blanc. Ça fait on va oublier la plus belle. Mais on finit par la plus belle. On finit par la plus belle. Normal. Mais du coup, on salue quand même Pierrot qui a remis. Qui nous fait rêver encore avec des belles attaques. Qui a remis ça et ça fait plaisir de le voir lever les bras. Là aussi, c'est intéressant puisque BNB Hotel va participer à son premier Tour de France. Donc c'est bien de voir que après les victoires du Coq, de Brian Cocard sur la route d'Occitanie, ça continue à gagner de leur côté. C'est encourageant parce que le Tour approche et il faudra se montrer. Et donc terminons par la plus belle, Loïc. La plus belle. Qu'est-ce qu'il y avait ce week-end ? Il y avait San Remo. Ouais. Au mois d'août. Mais bon, maintenant il va falloir s'habituer aux choses un peu il y a un anormales. paquet de gars qui ont eu chaud apparemment. Des infos que j'ai eues en interne.
Alors Ça cagnait un peu, dis-nous, balance un peu, qui t'a dit Non, quoi je ne balance pas. J'ai des messages perso qui sont arrivés, je ne balancerai pas. Mais alors, c'était quoi Mais- les sensations? Mais les sensations étaient chaudes et bah, enfin, comme chaque année, quoi, ça se décide à la fin, ça se met de la cacahuète et puis c'est toujours les mêmes qui sont devant. Ah, quoique, non. Et comme Au chaque... final, on a eu une surprise et ça a été le vainqueur qui s'est extrait avec une non-surprise, Julien Alaphilippe, qui s'est extrait du peloton. Même si Wout van Aert, c'est une demi-surprise, parce que quand on voit la Oui, forme qu'il oui, avait oui. en ce moment, il Une était quand même surprise parce que- grand favori. À la limite, moi j'ai plus été surpris de voir Julien à ce niveau-là, vu qu'il n'avait pas été très à l'aise Non. sur l'Estradé, mais on en avait débattu, il avait eu Mais non, 6 sur l'Estradé, crevaisons, c'est- donc Ça voilà, reste, mais en tout cas c'est cool, on est content de voir que, c'est génial, il a que pas- Julien continue à faire exploser tout le monde dans le Poggio. Moi perso, j'ai eu des frissons comme l'année dernière, quand je l'ai vu passer, basculer, Il a c'était... fait exploser tout le monde sauf un. Et Ouais. il s'est fait taper. Mais Mais bon, ça se c'est joue à une pas bonne augure grand-chose. pour la suite quand même. Hein. Ça se joue à pas grand-chose et à noter qu'il a été victime d'un incident mécanique à 35 km de l'arrivée aussi, qu'on peut Ça regretter peut quand on faire- voit que ça se joue à une demi-roue à la fin. Peut-être un petit effort qui lui À coûte, plus de 300 bandes de course, qui lui coûte forcément, cette victoire, en tout cas, là aussi. Que des bons signes pour le Dauphiné qui arrive, pour le Tour après. Ça promet de belles batailles. On l'a pas dit, mais Julien, il sera au Dauphiné aussi. ouais, d'ailleurs. il sera au Dauphiné. Et d'ailleurs, Voilà. pour revenir à San-Remo, on a Michael Matthews qui fait 3, mais on a un Arnaud Desmar qui disait qu'il était quand même en lice de faire un podium, que c'était possible, mais qui crève à 300 mètres, je crois, il se fait, bah pareil, encore Ouais. une fois, il se fait tasser dans les barrières et je crois qu'il tape un pied de barrière ou autre et il crève, donc du coup, ça lui a un peu C'est vrai. foiré son sprint. Il avait montré qu'il était bien en Mais, forme lui aussi. ouais. Et voilà, il aurait pu prétendre à un podium, donc c'est dommage. à une Mais troisième place. Bah, dommage pour Arnaud, on espère qu'il va garder ses bonnes jambes encore un peu et qu'il va nous ramener plein de belles victoires dans la besace. ce serait cool. Juste un petit mot rapide pour parler de VTT, puisque ce week-end il y avait aussi la première manche de Coupe de France à l'Alpe d'Huez. Et du coup, en cross-country, on a vu la victoire chez les femmes de Léna Géraud qui remporte cette manche, du coup, devant Yolanda Neff, la championne d'Europe. Donc c'est un très bon résultat pour elle. Et troisième, la jeune Loana Lecomte, qui est la première en catégorie espoir. Et Pauline Ferrand-Prévot, qui termine à 5e position. Voilà. Et chez les hommes, du coup, Loïc, Chez les hommes, on a Milan Vader ouais, qui l'emporte devant Qui Jordan l'emporte. Sarrou. et devant Thomas Listcher. Ouais. Et à noter Victor Koretsky, qui est 5e lui aussi, donc pour les résultats en cross-country olympique ce week-end. Ben, je propose qu'on enchaîne avec la réponse Allez. aux questions. C'est parti. C'est JCN répond. Cette semaine, vous l'aurez remarqué, on a lancé pas mal de contenu et notamment une vidéo sur comment débuter en montagne et on y mange des bananes. Si vous l'avez pas vu, c'est super intéressant. Et on a eu beaucoup de commentaires liés à cette vidéo. Ouais. Alors, avant toute chose, je voudrais dire que c'est une introduction à une série de vidéos sur ce thème. Donc, Pour ça, calmez-vous, on arrive. Donc il y aura une Patience. suite, il y aura des exercices, on va vous donner un peu plus d'éléments. Donc forcément, pour ceux qui sont déjà des bons grimpeurs et des cyclistes avertis, vous avez pu trouver ça un peu léger en termes de conseils, mais on a beaucoup de demandes aussi de cyclistes débutants qui veulent commencer par les bases. Et du coup, je vais prendre sans plus attendre la première question qu'on a sélectionnée aujourd'hui. De Du coup, Angelo. Angelo7 qui dit « Comment peut-on s'entraîner si on n'a pas de montagne dans le coin? Y a-t-il des exercices utiles ?» Loïc, peux-tu répondre à cette question? Eh ben écoute, c'est pas compliqué, oui, tu peux très bien t'entraîner comme ça et tu peux même progresser en montagne tout en t'entraînant dans la plaine. On n'a qu'à regarder un exemple simple, un Stéphane Rossetto en 2017 qui suit un Alberto Contador dans le port de Balès sans avoir monté aucun col à l'entraînement. Non. Donc voilà, c'est tout bête. Et pour ça, on va revenir avec des exercices dans les prochaines vidéos qui sont faits pour être faits en montagne, mais tu peux très bien les adapter sur le plat et tu verras que ça te fera bien progresser quand même. Le but étant de gagner de la force et la force, tu peux la travailler. Voilà, donc à suivre dans les prochains jours, notamment une vidéo qui s'appellera « Comment progresser en montagne » dans laquelle Loïc m'a concocté un petit programme d'exercices à faire, donc de préférence en montagne, mais pas que, en tout cas pour progresser en montagne. Et je peux vous dire que... Je peux dire que tu as subi. Hein, Ouais, ça pique, ça Voilà. pique. Alors on continue, tu peux nous prendre la deuxième question, Loïc, s'il te plaît? Alors la deuxième question, c'est de Christophe Vautier. Merci pour ces infos. Comment je peux calculer mon max? J'ai plutôt tendance à rouler en fonction de ma fréquence cardiaque, qui est entre 101. Ok. Bah écoute. En gros, le max, on peut partir
toujours de la base, comme toujours, si vous avez jamais calculé votre fréquence cardiaque maximale, il y a une règle théorique qui dit que c'est 220 pulsations moins l'âge. Donc imaginons que vous ayez 20 ans, ce sera 200 pulsations théoriques. Là encore, c'est du très théorique. Moi, par exemple, à 20 ans, j'ai jamais dépassé de ma vie, je crois, 186 ou 7 pulses. Donc voilà. Il y a plein d'autres façons du coup de connaître son max aujourd'hui. Une chose qu'on peut conseiller de façon générale, c'est de faire un test à l'effort si vous en avez l'opportunité. Dans un premier temps, on peut faire un test à l'effort, on peut se faire un test soi-même dans une montée. Le top, c'est la montée de... Il faut-il en avoir une pas trop loin de chez soi, de 20 minutes, un col de 20 minutes. Vous le montez à bloc, vous faites un start au pied, vous faites un stop en haut. Vous avez soit votre zone en watts, donc si vous avez un capteur de puissance, ou avec un capteur de fréquence cardiaque. Vous arrivez en haut, vous regardez votre moyenne, ça vous donne votre seuil. Voilà. Vous avez votre seuil. Mais la question était plus sur le max. Et sur le max, bon, évidemment, en cote, c'est plus facile de l'obtenir, mais de façon générale, c'est votre fréquence cardiaque maximale. Donc, du coup, sur un effort court et très intense. Et ça, aujourd'hui, déjà, il faut un cardiofréquence-mètre, mais on a beaucoup de possibilités, que ce soit les montres connectées, que ce soit les compteurs qu'ils proposent, etc. Si on parle de watts, il y a aussi aujourd'hui les home trainers connectés qui peuvent vous donner un ordre d'idée pour mettre en face de votre puissance max un cardio ou inversement. Je reviens juste sur le test à l'effort. Je trouve que c'est important de conseiller de le faire pour plusieurs raisons. Que vous soyez coureur, ça vous donnera une base de travail importante. Ça va vous donner votre VO de max et ça va vous donner tout un tas d'indications, que ce soit votre seuil, aérobie, anaérobie. On pourra faire une vidéo plus spécifique là-dessus, on ne va pas développer plus aujourd'hui. Mais également, si vous êtes plus avancé dans l'âge et que vous reprenez le sport ou vous débutez, ça va vous permettre déjà de voir que tout va bien, que vous pouvez forcer sans problème. Et voilà. Donc je pense que c'est important de le dire. Ouais. Et n'hésitez pas du coup à vous faire conseiller par votre médecin, voire un médecin du sport. Et ça vous donnera une base aussi pour plus tard, pour voir votre progression, à la limite. Exactement. On passe à la suite du coup. On a Jonathan Fontaine qui voudrait connaître le lieu de la montée. Ah, mais ça, c'est secret spot, mon gars. C'est mort, je te balancerai pas. On était dans le Pays Basque. Voilà, déjà, c'est pas mal. C'est déjà pas mal que je t'ai donné cette info. Donc, on était bien dans les Pyrénées, et on était dans les Pyrénées basques, pour tout vous dire. Et puis, il y a des images qui ont été tournées un peu dans différents spots, mais globalement, voilà, les Pyrénées françaises, basques, c'était l'essentiel de nos spots. Donc, il y a beaucoup de cols. On vous en dira en plus sur une petite vidéo visite du Pays Basque peut-être un jour. Ouais, on verra. Mais Loïc il veut pas donner ses spots, il est pas partageuse. Non, je partage mais pas tout. Il y a un moment donné, tu vois, il y a des trucs. On peut pas tout donner. Hein. Alors Loïc, j'ai une question de Alexis qui nous dit 75 à 80 tours par minute. Pourquoi ne pas être au-dessus de 80 tours minute? Bah écoute, c'est top. Si tu peux être au-dessus, si tu arrives à le maintenir, c'est parfait. Après, nous, on part sur une base de débutant. Donc, si t'es débutant, t'as pas trop l'habitude d'avoir une cadence haute et d'avoir le cœur haut qui travaille longtemps. Donc, voilà, c'est une moyenne approximative pour les débutants. Après, écoute, si toi, t'as l'habitude, tu peux rester à 90 ou 95 tours minute toute la montée. Franchement, respect, tu nous fais une crise Froome et tu peux kiffer. C'est là où tu seras le mieux toute la montée. C'est là où tu auras le meilleur rendement. Du coup, pour rappeler un peu pour les débutants, l'intérêt de la vélocité, c'est que plus vite vous allez tourner les jambes, plutôt à une plus haute fréquence de pédalage, vous allez tourner les jambes, moins vous allez fatiguer le muscle, donc les jambes, plus vous allez fatiguer le cardio. Donc en gros, ça va être plus difficile de respirer, vous allez avoir le cœur plus haut, mais sur la longueur et sur la durée de la montée, vous allez moins toxiner. Voilà, moins taper dans les jambes votre muscle en toxine, et vous allez vous économiser. Donc sur un effort long, il est préférable de maintenir une fréquence de pédalage élevée, évidemment la plus élevée possible, mais vous allez vous rendre compte qu'à un moment, il faut trouver aussi le juste milieu, parce que si on tourne trop les jambes, on manque un peu de puissance et du coup, on avance moins vite. Donc forcément, 75-80 tours minute, c'est déjà une bonne moyenne. Évidemment, il y en a qui tournent plus vite les jambes, notamment les coursiers. Voilà, on vous encourage en tout cas à travailler ça à l'entraînement. Loïc, ensuite, quelles questions avons-nous ? Écoute, quel est le braquet adapté de Florian Gégaud? Voilà, c'est un peu la suite de la question précédente. Ouais, c'est un peu ça. Écoute, braquet adapté, ça c'est selon toi, selon ta force, selon tout, mais... Et selon la pente aussi. Et selon la pente aussi. Mais c'est vrai que ça, tu le prévois. Le mieux, c'est d'avoir une cassette pour la montagne, une cassette pour la plaine. Et le braquet adapté... On peut donner quelques exemples quand même aujourd'hui. C'est d'avoir une cassette... oui, j'allais y venir. C'est d'avoir une cassette
en 26, allez, un 26, un 28, un 30 au plus gros pignon. C'est vrai que c'est le mieux, c'est le plus adapté. Aujourd'hui, on peut même voir des cassettes qui vont au 30, 32, même certains cyclos qui Après, moi, je parle de cassettes qui passent un peu partout. Ouais. Donc, bon. Toi, tu as encore la vision un peu pro, mais, je sais que... 30, quand même, 39-30, tu passes quand même. Ouais, 39-30, tu passes bien. Ouais. Là, il y a de quoi faire. Même un 36-30, si vous voulez tourner la canne, n'ayez pas peur. Loïc, il aime bien le 39-22, mais... Moi, je bracasse. Tout en force, toujours. L'essentiel, en tout cas, c'est de vous adapter à votre niveau et à vos sensations. Et du coup, on termine par un dernier commentaire de qui que c'est donc. On n'aura pas la réponse à cette question. On sait toujours pas qui c'est. Voilà. Et qui nous dit « Merci pour la vidéo. Je débute le cyclisme et je pèse 105 kg pour 1m90 et j'avoue que dans les côtes, au bout de 20-30 km, je bloque total. Le plus petit braquet dont je dispose est un peu trop difficile à tel point que je n'en peux plus. Que faire SVP ?» J'ai envie de dire déjà. Mais déjà 20-30 km, c'est pas mal. Franchement, 105 kg, 20-30 bornes, tenir, c'est déjà pas mal. Donc je dirais que déjà l'essentiel est fait, tu as passé la plus grosse difficulté. Maintenant, comme disait Loïc, éventuellement changer de cassette. Déjà, change de cassette, que tu as un braquet beaucoup plus souple, ça t'aidera. On a donné quelques exemples de développement tout à l'heure, mais pourquoi pas mettre un 30 si c'est pas le cas aujourd'hui. Et du coup, essayer d'économiser un maximum en tournant les jambes à une fréquence la plus élevée possible, le plus longtemps possible, puisque tu verras que le cardio, en fait, finalement, récupère plus facilement que les toxines dans les pattes. Après, il n'y a pas de secret en entraînement. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas progresser, plus tu prendras du plaisir. Donc, exactement. tu verras que ça va venir tout seul. 105 kg pour 1m90, déjà, j'ai un petit ordre d'idée sur le rapport poids-puissance. À mon avis, si tu roules un peu plus, il y a moyen de perdre quelques petits kilos et tu vas voir que très très vite en montagne, ça fait la différence. Même un ou deux, tu risques du coup de sentir vraiment une petite différence dès ça. Et c'est l'avantage du vélo, c'est quand même un sport où on sent vite les choses s'améliorer et du coup c'est aussi valorisant et sympa. C'est sûr, et puis le plaisir viendra comme ça. C'est comme en mangeant, le plaisir vient en mangeant. Exactement. Et en tout cas c'est fini pour cette semaine pour JCN Répond et on passe à la conclusion en vous disant un petit mot sur la partie inspiration cyclisme. Et rappelez-vous, notre jeu Inspiration Cyclisme est toujours en cours, donc on vous fait défiler quelques exemples pour remporter ce t-shirt JCN en français. Vous avez jusqu'à la fin du mois, du coup. Merci déjà de vos contributions. On a vu pas mal de messages, y compris certains qui ont tenté de nous corrompre. Jusqu'à la fin du mois pour poster votre plus belle vidéo d'inspiration cyclisme. Donc, idéalement, mettez votre vélo avec un fond de paysage magnifique pour nous donner envie à tous d'aller pédaler. Si vous voulez nous corrompre, c'est moi le plus facile à corrompre. Pour tout ça, on vous rappelle qu'il faut télécharger l'application JCN pour mobile qui est gratuite. Au sein de cette application, on rappelle aussi qu'il y a un Race Pass pour ceux qui veulent regarder du vélo en direct. Et du coup, on a toujours une offre de lancement qui est en cours jusqu'au 12 août à 19,99 € pour un an d'abonnement. Et vous avez accès à tout un tas de courses, dont le prochain Tour de France. Et donc, si vous prenez votre abonnement après, ce sera 40 €. Donc, voilà, c'est une offre à moins 50% jusqu'au 12 août. Donc n'hésitez pas à aller sur le Race Pass. Répondu. Exactement. Eh bien, on se dit à mardi prochain pour le prochain JCN Show. En attendant, on vous remercie aussi parce que vous êtes toujours plus nombreux et nombreuses. Et on a passé les 10 000 abonnés cette semaine. On espère qu'on passera vite les 20 000. Encore. Voilà. Change pas. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux, moi je me suis tapé le plateau de Bay par 35 degrés. Eh ben, j'ai bien regretté. C'est mieux de se mettre à poil quand même. Hein. La prochaine fois, on échange. Merci à toutes et à tous et on se retrouve mardi prochain. Salut. Ciao.